Bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis hissée sur les hauteurs de la colline de Colonie à Genève. C'est là où vivent les milliardaires de Genève et de Suisse en général. Et c'est aussi là que l'on peut trouver le siège du WEF. Le WEF, c'est quoi? C'est le World Economic Forum, c'est le Forum économique mondial de Klaus Schwab. Et oui, donc ça c'est aussi connu sous le nom du Forum économique de Davos, le Forum de Davos. Cet endroit est celui du Great Reset, est celui de la 4e révolution industrielle dont Klaus Schwab parle dans 2 de ses livres, dont je parlerai un petit peu plus tard. Et c'est aussi celui de l'organisation de l'Event 201 qui a eu lieu le 18 octobre 2019 pour préparer la pandémie qui allait éclater 5 mois plus tard. Donc voilà, regardez le bâtiment, on y arrive. Il commence par du gris. Vous avez les portiques et vous avez une caméra un peu plus loin, je ne sais pas si vous la voyez. Et puis l'inscription qui doit se trouver encore un peu plus loin. Voilà, nous sommes observés. Bonjour. Voilà, on y arrive. Donc le World Economic Forum, ici. Voilà. Petite photo souvenir. Ok. Voilà. Donc le moment est important. J'ai profité de cette belle journée de dimanche 24 janvier, veille du début du forum de Davos virtuel cette année, puisqu'il se passe non pas à Davos, mais de façon visioconférence. 1507 participants cette année au lieu des 2000 à 3000 habituels. Et puis il faut savoir qu'un deuxième volet du forum de Davos aura lieu à Singapour du 13 au 16 mai également. Et cette fois ce sera en présentiel. Donc Singapour, pour rappel, c'est une ville pilote dans le domaine de la Smart City. Donc depuis 1980, le projet c'était de tout connecter, de surveiller les habitants, de leur mettre des voitures autonomes à la chinoise, disons la surveillance à la chinoise, et puis de voir comment la population réagit. Apparemment, tout se passe sans accroc. On va attendre que le bus démarre. Voilà pour ce qui est du bâtiment. Maintenant, nous allons nous diriger vers les côtés du WEF. Alors, pour l'historique, le World Economic Forum a été fondé par Klaus Schwab, comme je vous le disais avant, en 1971, en février 1971, il y a 50 ans. Aujourd'hui, donc cette année, ce sera le 51e congrès, la 51e réunion de Davos. Là, on longe, vous voyez, le bâtiment. Alors, le WEF, c'est pas seulement Davos, hein. Il y a des dizaines de conférences qui sont organisées chaque année. Et c'est surtout un centre où se mettent en place des projets. Le projet Gavi, par exemple, est né ici, le 31 décembre 2000. Klaus Schwab en parle comme d'une réussite, comme d'un modèle de coopération entre les partenaires privés et publics, le secteur privé et public. Et il dit que c'est ainsi que devraient coopérer donc les acteurs publics, les acteurs privés. D'ailleurs, se réunissent ici. Alors je suis essoufflée, oui, je sais. Il y a des gens qui disent que je fais pas assez de sport, mais c'est vrai, j'en fais pas assez. Heureusement que je sors de temps en temps pour mes petites visites instructives. Ah, j'ai vu un surveillant. Bref, attendez, je vais m'asseoir. Donc, en 1971, Klaus Schwab fonde le WEF, mais pas tout de suite. En fait, il ne s'est pas appelé le WEF tout de suite, il s'est appelé au début le European Management Forum. Donc c'était un forum de gestion industrielle européen afin d'amener les méthodes de gestion américaines en Europe. Les gestions industrielles capitalistes et prédatrices américaines en Europe. Et puis en 1987, le forum s'est appelé Forum économique mondial. Alors, parlons du conseil d'administration. On a 30 personnes, parmi lesquelles vous pouvez retrouver Klaus Schwab évidemment, mais aussi Larry Fink, le président de BlackRock, et Orit Gadiech. Vous vous rappelez cette dame qui est responsable de Bain & Company, qui a géré le confinement en France et qui également vantait les mérites de la société à la chinoise de contrôle total de la population. On a également Peter Brabeck, l'ex-PDG de Nestlé, qui nous disait en 2005
que l'eau était une denrée alimentaire comme les autres et qu'elle devait avoir une valeur marchande, ce qui est chose faite depuis le mois de septembre. L'eau est cotée en bourse, comme vous avez certainement pu le voir passer. Il y a également Al Gore, le chantre du changement climatique, et Fabiola Gianotti, la présidente du CERN, également Christine Lagarde, qui est maintenant à la BCE, Banque Centrale Européenne, ex-présidente du FMI. Christina Georgieva, qui est actuelle présidente du FMI, est également dans le conseil d'administration. Donc, que des philanthropes, que des gens humanistes qui veulent transformer ce monde en un monde meilleur. Donc, en parlant de monde meilleur, la mission du WEF officielle, c'est d'améliorer l'état de notre monde. Donc, comme le disait Klaus Schwab en 2014, Davos est un forum unique parce qu'il n'y a aucun endroit dans le monde où tant de parties prenantes de notre avenir mondial se réunissent toutes unies par la mission d'améliorer l'état de notre monde. Ça donne envie. Alors le WEF est également sous la supervision du gouvernement suisse depuis sa création en février 71 et en partenariat avec l'ONU depuis au moins 1995 puisqu'il a le statut de de statut d'observateur au Conseil économique et social des Nations Unies, donc ECOSOC, et qu'il a également conclu des partenariats en 1998 et 2019. Le 13 juin 2019, il s'est officiellement mis en partenariat avec l'ONU pour remplir les 17 objectifs du développement durable, dont on a parlé d'ailleurs dans l'info en question de jeudi dernier. Je vous invite à vous y pencher. Donc le WEF vise à mettre ensemble ce que Klaus Schwab appelle les stakeholders, je confonds avec les stock options, ça n'a rien à voir, enfin quoique. Les stakeholders, donc c'est les parties prenantes, c'est-à-dire en fait la société, enfin, ce qu'il appelle la société civile et la société privée, les multinationales et des fondations du style Bill Gates. En fait, ici se réunissent exclusivement des gens qui ont du pouvoir, qui sont des décideurs et qui ont de l'argent, puisque les 1000 entreprises membres du WEF doivent avoir un chiffre d'affaires au moins égal à 5 milliards de dollars par an, et que la cotisation minimale est de 60 500 francs suisses par an. Donc parmi les partenaires, parce qu'on les appelle les partenaires, on les appelle plus les financeurs, hein, c'est toujours des mots un petit peu comme ça atténués, on trouve évidemment Google, Facebook, Bain & Company, donc, dont la directrice fait partie donc, du conseil d'administration. On a Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock évidemment, Coca-Cola et Pepsi, comme ça, pas de jaloux. Microsoft évidemment aussi, et puis le Crédit Suisse qui est l'une des grandes banques suisses du style Goldman Sachs et du style JP Morgan, et Google, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis au cas où, et Alibaba. Donc voilà, c'est un exemple de partenariat humaniste et philanthropique et axé sur notre bien-être. Donc cette année, les mots d'ordre pour le Forum économique mondial qui va commencer demain, c'est les 3 C, Covid, climat, coopération. Alors coopération, on ne sait pas exactement entre qui et qui, mais vu les personnes qui s'y côtoient, donc c'est-à-dire des décideurs, des leaders mondiaux, grands patrons de multinationales, grands patrons d'organisations internationales et décideurs politiques, eh bien la coopération semble orientée vers le fameux nouvel ordre mondial dont j'avais parlé dans la vidéo sur l'ONU. Klaus Schwab nous annonce dans la conférence de presse du début de l'année, il y a quelques jours, que cette année 2021 serait une année cruciale car charnière pour l'avenir de l'humanité. Ouais. 2021, dit-il, est une année décisive pour recréer la confiance. La confiance, intéressant. Mais la confiance exige le progrès pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc pour rétablir la confiance, entre qui et qui exactement, eh bien, il aura besoin du progrès qu'il annonce d'ailleurs dans ses livres La 4e révolution industrielle, qui date de 2016, et Comment façonner le futur, l'avenir de la 4e révolution industrielle, qu'il appelle un guide pour améliorer notre monde, un guide vers un monde meilleur, qu'il a écrit en 2018. Alors, dans ces livres, que je n'ai pas lus en entier, puisqu'il faut pouvoir les acheter
et ils ne sont pas à disposition sur Internet. Il est question donc de nanotechnologie, de l'Internet des corps. L'Internet des corps, oui. Donc avec des puces implantées. Et oui, il l'écrit même dans son rapport de juillet 2020, qui parle justement de l'Internet des corps. À la page 7, je vous inviterai à aller jeter un œil. Il parle de puces dans le cerveau, de puces implantées, d'organes artificiels. Donc la 4e révolution industrielle prévoit donc le transhumanisme. Bonjour. Oui. Je vous demande de couper 2 secondes. Si vous... Pourquoi? Voilà, je reprends après l'interruption du gardien qui avait peur pour la sécurité de Klaus Schwab. Je l'ai rassuré, je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de lui nuire et que je faisais simplement cette petite vidéo d'information sur le WEF. Donc on reprend avec la 4e révolution industrielle de laquelle parlait Klaus Schwab en disant le 13 mai 2019, ce vers quoi la 4e révolution industrielle mènera est la fusion de nos identités digitales, physiques et biologiques avec de la nanotechnologie, impression en 3D d'organes artificiels, des drones, intelligence artificielle, transhumanisme, smart cities, réalité augmentée et une fusion des technologies qui gomment les frontières entre la sphère biologique et la sphère numérique, tout un programme. Donc le fameux progrès pour nous rendre confiance, pour rétablir la confiance dont parlait Klaus Schwab pour cette année. Cette année, pour revenir à la réunion virtuelle qui aura lieu à partir de demain, les États-Unis ne seront pas représentés. Par contre, Macron sera là, Angela Merkel, également les premiers ministres d'Espagne, d'Italie, de Grèce, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président chinois Xi Jinping, contrairement à l'année dernière où Trump était présent mais Macron n'y était pas. Par contre, une invitée de choix, Greta Thunberg était là parmi les invités pour la 2e fois, parce qu'elle avait été là aussi en 2019. Pour parler du fameux changement climatique qui est bien utile, mais qui apparemment n'était pas assez efficace pour faire changer notre société. Le Covid a été bien plus efficient sur ce sujet. Les 6 conseillers fédéraux, sauf Uli Maurer, étaient là l'année dernière. On en a 7, je vous rappelle, notre gouvernement des 7 sages. Et le prince de Galles également. Alors, que vous dire par rapport... Oui. Une petite citation au passage, Jacques Attali disait que le Forum économique mondial était une opération commerciale très efficace où il fallait payer très cher pour participer, comme je vous ai dit avant, 60 500 francs suisses et puis un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Et par contre que les véritables décisions n'étaient pas prises ici, que les gens ici se rencontraient pour coordonner leurs agendas, planifier des rencontres ou faire du réseautage. Alors apparemment, ce n'est pas ici que sont prises les décisions, malgré que Klaus Schwab nous ait décrit le projet Gavi comme ayant été un modèle de projet mis en place par le WEF. Ce que disait Klaus Schwab en 2020, lors de Davos 2020, est que le monde était en état d'urgence déjà à l'époque, mais cette fois il invoquait le pseudo-changement climatique en disant que la fenêtre pour agir était petite. Alors cette année, il a remis le couvert en disant cette fois que la pandémie, il a dit ça au mois de juin, la pandémie représentait une fenêtre d'opportunité petite mais étroite pour repenser, pour réinventer et pour réinitialiser notre monde. Rien de plus intéressant que d'avoir un déclencheur, un prétexte, une occasion. Comme le disait Xavier Poussard du site Fait Document, le Great Reset est au Covid-19 ce que la guerre en Irak a été au 11 septembre 2001 et ce que j'ajoute que l'agenda 2030 est au changement climatique ou que la création des organisations internationales de la gouvernance mondiale telles que l'ONU, l'OMS, le FMI, la Banque mondiale ou l'UNICEF sont à la Seconde Guerre mondiale. Le Great Reset, beaucoup de vidéos en parlent. Le livre est sous mes fesses d'ailleurs. Je me suis assise dessus parce qu'il fait un peu mouillé. Voilà, je l'avais reçu en juillet 2020, il a été publié le 14 juillet. Nous parle du monde tel qu'il est devenu.
À la page 12, on peut y lire que la question est posée « Quand est-ce que le monde redeviendra à la normale ?» La réponse est « Jamais ». Il y est question aussi de monnaie hélicoptère, donc de la monnaie créée pour faire un revenu universel. Alors notez bien le terme, la terminologie. On parle de revenu universel, non plus de revenu inconditionnel. En Suisse, on avait voté en 2016 pour un revenu de base inconditionnel. Alors évidemment, l'initiative avait échoué grâce à la propagande médiatique et aux directives de notre gouvernement. Mais on parlait d'un revenu sans condition. Or, ces temps-ci, il est question d'un revenu universel dans lequel il n'est pas spécifié qu'il n'y a pas de conditions. Donc tout est possible, y compris la vaccination et la surveillance, le traçage, les tests PCR en échange de ce fameux revenu qu'ils veulent nous proposer. Avec ce revenu, on a également le Better Than Cash, l'alliance avec Bill Gates et d'autres partenaires du style Visa ou Mastercard qui mettent en place un système sans cash. Et je vous rappelle que le brevet du 26 mars 2020, W0 2020 060606, qui parle de nous créer de la crypto-monnaie avec les mouvements de notre corps, peuvent s'immiscer dans ce projet du no cash. Les 8 prévisions du WEF concernant 2030, donc, qui ont été écrites en 2016 sur le site du WEF, je vous mettrai le lien, parlent de la fin de la propriété privée. Ils parlent du fait que tout sera service et tout sera loué. Donc nous ne pourrions plus contrôler nos lieux d'habitation, par exemple, nos objets, notre voiture, tout serait sous la forme de service. Dans le livre de Klaus Schwab, donc Covid-19, The Great Reset, on trouve aussi le concept de la nouvelle normalité, donc avec tout le monde à distance, l'automatisation, les livraisons à domicile, le télétravail, les achats en ligne et tout ce que nous avons commencé à connaître depuis un an bientôt, avec un minimum de contact humain, bien sûr, pour nous éloigner les uns des autres et pour faciliter la transition vers le transhumanisme, peut-être. On nous dit également que parmi ces 3 termes, la démocratie, la mondialisation et la souveraineté nationale, il faudra en choisir 2, que ces 3 termes ne fonctionneront pas ensemble. Donc, soit la souveraineté nationale et la démocratie, soit la mondialisation et la démocratie, soit la mondialisation et la souveraineté nationale. Voilà le monde qui nous prévoit. Également la disparition ou la diminution des petites entreprises au profit des grandes entreprises. Alors c'est pas faute de l'avoir dit, mais tous les petits commerces qui sont fermés depuis décembre et qui ont déjà eu 2 mois de pertes sèches l'année dernière entre mars et avril sont voués à disparaître. Donc amis commerçants, amis restaurateurs, amis du monde culturel également. Si vous ne reprenez pas votre liberté, elle ne vous sera pas rendue. Il est prévu que 86%, je crois, des métiers dans la restauration soient automatisés d'ici 2035, 75% des métiers dans les petits commerces et 59% dans les métiers du divertissement. Donc vos travails, si vous ne les récupérez pas, vous risquez de ne plus jamais les retrouver. Il est également question d'un métier sur 2 qui devra se réinventer, nous dit ce livre. Il est question également dans le livre du Great Reset de décarbonisation de l'économie, donc ce fameux ennemi invisible dont on vous parlait beaucoup avant le Covid, le CO2, le fameux dioxyde de carbone. Donc voilà, l'idée c'est de mettre en place les 8 prédictions 2016 qui ont été édictées en 2016 sur le site du WEF pour 2030. D'ailleurs, on retrouve toujours la date de 2030 qui fait référence aux objectifs du développement durable, les 17 objectifs du développement durable, dans lequel on voit que il y aurait un prix du carbone, un prix mondial du carbone. Donc l'essentiel n'est pas de ne pas polluer, donc de ne pas émettre des gaz comme des hydrocarbures par exemple, qui nous intoxiquent, mais bien de ne pas rejeter de CO2 dans l'atmosphère. Donc sachez que nous, les êtres humains, par exemple, nous rejetons du CO2, et que moins on est, et moins il y a de CO2. Donc peut-être qu'il y a
un petit lien avec ce que nous disait Bill Gates en 2010 quand il parlait de réduire cela en parlant de l'équation contenant le nombre de personnes, le taux de la quantité de CO2, les services et un quatrième facteur dont je ne me souviens plus exactement, qu'il comptait réduire cela de 10 à 15%. On a également dans les 8 prédictions en question la fin de la propriété privée. Donc il est question de transformer tout ce que nous possédons en service que nous louerions. Donc nous n'aurions plus de contrôle en fait sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous sert comme outil au quotidien, comme une voiture, comme notre maison par exemple. Il est question aussi que les États-Unis ne soient plus une superpuissance mondiale, mais que le monde soit gouverné par une coopération de pays, et puis que nous puissions aller sur Mars d'ici 2030. Et non, ceci n'est pas de la science-fiction. Donc voilà tout le projet, tout le programme que nous prépare ou que nous annonce Klaus Schwab, qui donc, comme je vous l'ai dit avant, a été membre du groupe Bilderberg, par exemple comme Macron en 2014, Bill Clinton, mais également Bill Gates en 2010, Henry Kissinger en 2011, Mark Zuckerberg en 2011 toujours, j'en profite, j'ai les dates sous les yeux, Jeff Bezos, tiens, toujours en 2011, Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, nos leaders des médias suisses, Supino et Axel Springer en 2019, également Angela Merkel, Christine Lagarde, toutes les personnes habituelles. Voilà, donc nous voilà à l'issue de cette rétrospective, de ce petit historique non exhaustif du magnifique Forum économique mondial qui se trouve juste devant moi. J'aimerais conclure par cette phrase de Coluche que m'a soufflé un ami récemment, qui disait en son temps, toujours très actuel Coluche, il disait « Camarades pauvres, serrez-vous la ceinture pendant 5 ans et après, vous serez habitués. » C'est un peu ce que ça m'inspire. Alors aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix d'obéir. Vous avez le choix de vous soumettre, de ne pas remettre en question ce qui vous est dit, les incohérences, les erreurs, l'incompétence de nos dirigeants. Ou alors, vous pouvez aussi vous informer. À l'heure d'Internet, l'ignorance est un choix. Et je vous rappelle aussi les 3 filtres par lesquels la vérité passe. C'est Arthur Schopenhauer qui nous disait ça de son temps. Il disait donc que la vérité passait par 3 étapes. D'abord, elle était ridiculisée. Moi, je dirais elle passe par 4 étapes. D'abord, elle est ignorée. Ensuite, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est combattue. Je pourrais dire que j'en suis à ce stade-là. Et ensuite, en tout dernier lieu, elle devient évidente. Donc, mes chers amis, la vérité est prête bientôt à passer à la phase 4. Et c'est pour ça que les temps actuels sont durs. Mais nous sommes confrontés actuellement donc à nos responsabilités, à nos choix. On doit se positionner, on ne peut plus faire comme si nous étions neutres, comme si nous ne savions pas. Je nous souhaite du courage et de garder cette foi dans le cœur, cette foi que la vérité gagnera et que la solidarité des êtres humains est bien plus puissante, l'amour qu'elle contient, que toute leur technologie, leur thérapie génique, leurs nanoparticules, leur propagande médiatique, leur propagande des termes, leurs réunions secrètes, leurs décisions de contrôle. À très bientôt pour la suite des révélations et pour la suite du grand réveil. Regardez la belle vie.